Karine Clerc, bonjour. Bienvenue dans l'album de Bruxelles à Dijon, mais surtout à Stavelot dans quelques jours. Ce sera le 15 juillet à 21h30 dans le cadre des VTS sur scène pour présenter 20 ans de chansons. Premier album en 2002, c'est ça? Tout à fait, en 2002. Oui. Quelle aventure! Et on va découvrir cette aventure justement au fil de ces photos, mais il n'y a pas que la chanson. Vous êtes aussi comédienne et on découvrira aussi plusieurs pans de votre carrière de comédienne. C'est le principe de l'émission, vous y avez souscrit, vous avez choisi des photos, on va les découvrir ensemble. Alors, vous arrivez sur scène pour ces 20 ans avec, dans quel état d'esprit en fait? Oh, assez sereinement. D'abord, je suis quand même assez fière d'être toujours là parce que c'est pas très facile de tenir. Durée est important, oui. Dans le monde de la musique, c'est quand même un monde très jeune. Et donc on écoute beaucoup de musique quand on est jeune et après souvent on reste sur les trucs qu'on a connus quand on était jeune mais on n'évolue pas et voilà, je suis toujours là, j'ai un public qui me suit et donc ça j'en suis vraiment très fière. Ouais. Et ce public sera évidemment là pour vous applaudir le 15 juillet. J'espère surtout qu'ils vont amener plein d'autres gens pour découvrir. Magnifique ça. Ces 20 ans de chansons. Ouais. Et puis VTS c'est un bel univers de la chanson, mais aussi par ailleurs du théâtre. C'est un univers qui doit bien vous convenir, ça, non? Oui. Je pense que ça va bien coller. Ouais. Et c'est vrai que quand je chante, on sent que je suis comédienne, ce sont des histoires, donc même si on ne connaît pas ma musique, c'est pas grave, on peut venir les yeux fermés, il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est raconter des tranches de vie. Ouais, voilà. On va découvrir ça. Les photos, on commence par une première photo. Oui. Enfant, oui, dans une ville en créée de toutes pièces, en fait. Oui, voilà. Et c'est vrai que donc moi, mon père est architecte et mes parents ont décidé au début des années 70 de venir s'installer à Louvain-la-Neuve, qui était encore un grand des champs en fait, avec quelques fermes. Et il y avait pas mal de boulot pour les architectes là-bas à l'époque, et donc on est allé s'installer là-bas. Et donc j'ai vraiment grandi. Je fais partie des enfants des pionniers de Louvain-la-Neuve, et j'ai grandi en même temps que la ville en fait. Et donc c'était une sorte de grande plaine de jeux, et puis tout était possible puisque tout était en construction. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Louvain-la-Neuve ont gardé une forte trace dans leur personnalité de finalement tout est possible puisque tout est en construction. Ah oui, donc, la ville a eu cet effet, ce tel effet. Oui, je crois vraiment. Bon, alors c'était les années 70, donc mes parents avaient quasi les mêmes âges que les étudiants. Et donc il y avait une osmose entre tous ces jeunes, on faisait des grandes fêtes partout, on ne fermait jamais les portes à clé, on était les uns chez les autres. Et c'est vrai que, enfin voilà, on pouvait tout faire en fait. Comme en plus il n'y avait pas de voiture, on pouvait courir partout, on était très très libre. Et ça fait vraiment une génération d'enfants qui ont une sorte de... Oui, tout est possible en fait. Et moi, j'ai appliqué ça dans ma vie. Je ne me suis jamais dit que quelque chose n'était pas possible parce que j'étais une fille ou que machin. Tout a toujours été... je me suis toujours dit que c'était possible. C'est une chance d'avoir cet état d'esprit. Oui. On va poursuivre la découverte de l'album avec cette photo. Alors, justement, j'ai pris cette photo pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a Michael Jackson et puis qu'il y a une petite fille qui rêve de danser sur la Lune. Et donc, justement... avec Michael Jackson, ce qui est complètement fou. Et ça rejoint un peu cette idée de tout est possible, on peut rêver, qui, je pense, façonne pas mal ma personnalité. Et donc ça, c'est un projet, une BD-CD que j'ai réalisé avec Marie Warnant. Oui. On a toutes les deux des filles, enfin moi entre autres, j'ai un garçon aussi, mais... Et donc à un moment de notre parcours, on s'est retrouvés pour écrire une chanson, enfin une histoire, peut-être un peu pour nos filles au départ, où il y avait cette dynamique de tout est possible, on peut rêver, et autour de l'univers de Michael Jackson, donc avec quelque chose de très peps, de très funky, et on a travaillé avec Marco Polo, qui est un dessinateur de BD qui vit à Autigny, et voilà, on a fait des BD concerts, on a tourné, donc là c'était un projet vraiment pour les enfants. Projet complet alors avec la musique. Oui, vraiment BD concert. Et voilà, donc j'avais envie d'amener ça parce que ça fait aussi une partie de ma personnalité, pourtant un peu différente, puisque ça touchait le monde des enfants. Quel point commun avez-vous avec cette petite fille? Je pense que c'est une quête, elle a envie d'y aller, elle n'a pas peur, elle ouvre toutes les portes, elle fonce. Et je crois que c'est le genre de petite fille que j'ai eu envie d'être. Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas,
il y a un côté pétillant et il y a un regard avec de l'humour et une forme de naïveté derrière elle. Ouais. La musique a toujours été présente dans votre vie? Alors, au niveau familial, oui. Donc, en fait, ma grand-mère, Marguerite, était pianiste. Mais bon, voilà, elle venait d'un milieu où on n'en faisait pas son métier. Et donc, elle a fait le conservatoire. Elle jouait tous les jours. J'ai fait beaucoup de... Quand j'étais petite, on jouait beaucoup ensemble. On faisait des quatre mains. Elle m'a beaucoup influencée. En fait, elle avait un tempérament vraiment très, très artiste. Et puis, chez moi, on écoutait beaucoup de musique. Alors, beaucoup plus de musique anglo-saxonne. Mm-hmm. Mais alors, j'ai jamais vraiment imaginé, moi, travailler dans la musique. J'étais plus attirée... j'ai d'abord commencé par la musique, à l'académie. Oui. Et puis, très vite, je me suis orientée plutôt vers le théâtre. Parce que ça, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et puis, la musique a redébarqué dans ma vie un peu par hasard. C'était quoi ce hasard, justement? Ben, en fait, bizarrement, quand j'étais en réto, à la soirée cabaret du lycée, j'ai chanté une chanson de Leonard Cohen, Suzanne. Et je ne sais pas très bien pourquoi, en fait. C'est vraiment bizarre. Avec du recul, je ne me rappelle pas. En fait, j'avais été piochée dans les CD de mon père. J'avais envie de trouver un beau morceau. Et puis, j'étais tombée sur cet album de Leonard Cohen. Et j'avais fait aussi des choses en théâtre. Mais c'est cette chanson qui avait cartonné. Donc, quand je suis sortie du lycée, puis j'ai fait le conservatoire à Liège, d'ailleurs. Et en revenant du conservatoire, j'ai une amie qui m'a contactée et qui m'a dit « Écoute, j'ai écrit un court-métrage pour toi. J'aimerais que tu joues dedans, puisque tu es devenue comédienne. Mais je veux absolument que tu chantes une chanson, parce que j'ai un souvenir de cette chanson. » Et alors, elle a contacté un musicien breton qui travaille avec Miossec, qui s'appelle Guillaume Jouan. Et on est parti chez lui pour enregistrer la chanson de ce court-métrage. Et alors, quand je suis arrivée, il m'a dit « Mais c'est toi la chanteuse ?» Et puis je dis « Non, non, pas du tout. Je suis comédienne, pas du tout chanteuse. » Et en fait, ça a vraiment été une rencontre artistique avec ce gars. Et puis le rapport au micro, à l'intimité. Et puis en fait, on ne s'est plus jamais quittés. On s'est recroisés, on a commencé à travailler ensemble. Il m'a proposé en fait de travailler avec lui au départ juste pour le plaisir, parce que lui, il continuait à travailler avec Miossec. Et puis voilà, en fait, on a à un moment eu... j'allais tous les 3 mois en Bretagne, et puis on a eu un album. Et puis on l'a envoyé à 5 maisons de disques, et c'était encore... Il n'y avait pas encore autant de chanteuses qu'aujourd'hui. Et à l'époque, en fait, on a eu 2 propositions de signature. Ah oui. Alors, une petite bifurcation. Oui. Ben voilà, j'étais à Louvain-la-Neuve, j'ai terminé mes humanités, et puis je voulais faire absolument l'IAD en théâtre. Et puis, bon, ben, c'était une époque où, quand même, on se posait encore la question, est-ce qu'on va faire tout de suite du théâtre? Et puis, voilà, au niveau familial, il y avait un peu de pression au départ que je fasse autre chose. Alors, moi, j'étais têtue, je voulais absolument être comédienne. Et puis, bon, finalement, mon père m'a dit, écoute, ok, bon, fais ce que tu veux. Et du coup, j'ai quand même un peu écouté. Et alors, j'ai essayé de choisir des études qui allaient me former, me préparer de façon intellectuelle à pouvoir avoir un aperçu un peu plus large du milieu artistique. Et donc, j'ai décidé de faire l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, oui. Et donc, au départ, je comptais faire que les premières années. Puis finalement, j'ai fait tout le parcours. Je me suis spécialisée en histoire de l'architecture et plus spécialement en histoire de l'architecture théâtrale. Donc, ça rejoignait aussi. Mais pendant tout mon parcours, j'ai participé à une section qui s'appelait Son Corvois, qui était dirigée par Jean Mastin, qui avait fait, lui, le Conservatoire de Liège. Et là, en fait, on avait plus ou moins une dizaine d'heures par semaine. Donc, on faisait, en plus de mon parcours d'histoire de l'art, j'ai suivi ce parcours, finalement, qui était assez indé, on va dire, avec des professeurs qui étaient tous dans le milieu artistique. Et au final, ça m'a apporté vraiment énormément. Et voilà, donc ensuite, après ces études d'histoire de l'art et ce parcours dans cette section expérimentale, je suis partie, mais ça j'en parlerai après, 1 an en Asie. Oui. Et puis après, j'ai fait le Conservatoire de Liège. Okay. Et pourquoi le Conservatoire de Liège et pas de Bruxelles? Parce que moi j'habitais Bruxelles, donc j'ai fait la navette, parce qu'il fallait que je travaille quand même, je n'allais pas me faire payer tout mon cycle d'études par mes parents. Parce que justement, je venais de cette section expérimentale avec des pédagogues qui venaient plutôt de Liège. Et à Liège, voilà, il y avait une pédagogie plus
plus physique, enfin, en tout cas moi qui me correspondait beaucoup plus. Et donc j'ai fait 3 ans au Conservatoire de Liège et j'ai rencontré ces 3 comédiennes, Emmanuelle Appart, Manu Appart, Ingrid Edersheid, elle vient de Huy, et Anne-Sophie Wilquin, donc elles viennent toutes de la région. Et on a fait notre premier projet en professionnel ensemble et ça s'appelait Les Tricheuses. Donc voilà, c'était l'affiche, on sortait de l'école et on avait envie de faire un peu peur, je crois, mais pas que. C'était un projet d'autrice belge mis en scène par Christine Delmotte. Quel regard la bruxelloise que vous êtes a-t-elle sur les Liégeois? Oh, j'ai beaucoup d'affection parce qu'en fait, ça a été un peu ma seconde famille, même si je suis toujours restée. Alors c'est ça qui était amusant, c'est qu'à Liège, on était les Bruxellois, parce qu'on était plusieurs à venir de Bruxelles. Et puis alors quand je suis arrivée à Bruxelles pour commencer à travailler, enfin j'habitais déjà à Bruxelles. Ah, vous étiez la Liégeoise après. Mais j'étais la Liégeoise, oui. Donc c'était vraiment bizarre parce que j'étais toujours la Bruxelloise ou la Liégeoise. Finalement, je ne savais pas très bien ce que j'étais, mais du coup, ce qui était sympa, c'est que j'avais des liens avec avec l'ensemble des comédiens, quoi. Du coup, j'avais des liens avec les Liégeois, puis j'avais quand même des liens avec les Bruxellois qui voulaient quand même bien un peu reconnaître que je venais de Bruxelles, même si dans l'absolu, ma formation est plutôt liégeoise et ça se sent parce que c'est un autre type de formation, quoi. D'accord. Les séries. Alors oui, comme comédienne, forcément, on touche un peu à tout. Et donc j'ai fait du théâtre, j'en fais toujours, même si pendant 10 ans j'ai arrêté. Là j'ai repris depuis 1 an. Et puis j'ai participé bien sûr à quelques longs métrages et à des séries, et notamment quelques séries RTBF, puisque on sait qu'aujourd'hui il y a tout un pôle de séries qui s'est vachement développé. Et donc j'ai participé à Illégal, Ennemi public, Unité 42. Voilà. Et puis j'espère bientôt d'autres. Enfin, c'est pas encore prévu, mais en tout cas, j'espère que ça se fera parce que c'est vraiment chouette de pouvoir participer à des projets qui sont écrits ici en Belgique. Parce que j'ai participé à des projets en France. Mais voilà, c'est vrai que le fait de pouvoir jouer sur des séries belges, pour moi, c'est important. C'est important. C'est quoi la particularité de jouer dans une série par rapport à un film? Encore par rapport au théâtre, c'est encore différent. Mais c'est quoi la particularité des séries? C'est que les personnages évoluent, évidemment. Oui. Donc, du coup, on tourne une saison et puis il revient. On a l'impression que c'est quelques mois après, mais souvent, il y a 2-3 ans. Et donc, on peut approfondir plus les personnages. On a toujours ce personnage dans un coin de la tête? Oui, forcément, on retrouve ses costumes, donc oui, tout à fait. Après, moi, j'ai pas eu des rôles. Je crois que quand on a vraiment les rôles principaux des séries, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir quelle couleur on va amener dans la saison qui suit. Donc c'est assez excitant pour un acteur, oui. Alors ça, c'est une photo de. Justement, je suis revenue au théâtre l'année dernière. Dans Le Malade imaginaire de Molière à la Comédie Claude Voltaire, avec tout un tas d'acteurs, Michel de Warzé qui a plus de 80 ans maintenant, qui a quand même une carrière assez incroyable, et puis ici avec Alexandre von Sivers. Ah oui. Donc ça c'était un chouette moment parce que ça faisait quand même 10 ans que j'avais pas vraiment joué au théâtre, et donc on se demande si on n'a pas un peu perdu. Et surtout dans un rôle en costume, moi je jouais Béline, la femme, la maîtresse qui essaie la maîtresse du malade, enfin la nouvelle épouse du malade imaginaire. Et en fait, ça revient très vite. Ça revient très vite, oui. Ça revient tout de suite. Je me suis amusée comme une folle. Et puis voilà, en parallèle, j'ai travaillé sur un autre spectacle qui s'appelle J'ai oublié d'être un homme, qui est un spectacle plutôt qui met en valeur des poétesses. Donc là, j'ai travaillé avec Grażyna Bieńkowski, qui est une compositrice belgo-polonaise, donc qui a composé l'entièreté de la musique de ce spectacle. Et on l'a joué d'ailleurs au festival Parole d'Humain, ici aussi en région liégeoise. Et ce sont tous des textes de femmes du 19e, 20e et 21e sur des thématiques un peu coup de poing, un peu de l'ordre de l'émotion. Et donc c'est un spectacle vraiment auquel je tiens très très fort, et j'espère qu'on va revenir le jouer dans la région parce que c'est pas du tout ennuyeux, parce qu'on a toujours un peu peur avec la poésie,
Mais au contraire, les gens sortent de là, ils sont assez bouleversés, je veux dire. D'accord. Et c'est un spectacle dont je suis vraiment très fière. Les femmes et l'écriture, je trouve que c'est très important. Dans l'histoire de la littérature, les figures féminines, malheureusement pas assez nombreuses, ou en tout cas pas assez mises en avant. Oui, c'est surtout ça. C'est extrêmement important. Parce qu'en fait, elles sont nombreuses, mais souvent on les a un peu oubliées, même voilà. quand elles ont été connues à leur époque. Oui, il y a des noms qui réapparaissent. Enfin voilà, ça. Et donc l'idée c'était vraiment de les faire redécouvrir, de les mettre en avant, et puis de montrer aussi qu'elles n'écrivent pas que sur les fleurs. Et enfin voilà, c'est pas juste de la broderie, quoi. C'est aussi des vraies thématiques. Elles ont aussi des choses à dire. Et en même temps, c'était un spectacle où pour nous, c'était important d'inclure les hommes aussi. Parce que c'est vrai qu'on est dans une vague très féministe, et c'est bien, mais il y a différentes formes de féminisme. Et ici, on n'est pas dans un côté où on essaie d'exclure. C'était avant tout un spectacle sur l'écriture. Et c'est ça qui était le plus important. Et donc, souvent, on a des hommes qui sont venus nous trouver après le spectacle en nous disant ben, « merci, parce qu'on n'est pas exclus ». Alors, il y a certains textes qui sont un peu rentre-dedans et qui parlent du patriarcat, etc., mais pas que. Et donc ça, c'était vraiment important pour nous. Il y a des formes de féminisme qui vous dérangent, si je vous entends? Non, c'est que ça n'appartient sans doute pas à ma génération. Moi, je viens d'une génération, je suis issue de la génération des femmes qui ont... Enfin voilà, ma mère, c'était les années 70, donc moi, je suis issue de cette génération-là. Et donc, Gisèle Halimi, oui, voilà, cette génération-là, oui. Des gens comme Anne Sylvestre, etc. Et donc, pour moi, l'équité est hyper importante. Mais après, je suis sans doute aussi d'une génération où j'ai pas envie d'exclure. Mais c'est normal, et je trouve que c'est bien que ça se passe comme ça se passe. Ça va se rééquilibrer. Mais il faut de la place pour tout le monde, ça c'est clair. Et beaucoup de dialogue et beaucoup de sens de la compréhension réciproque. Alors ça, c'est Guillaume Jouan. Donc c'est le breton dont je vous parlais, oui. qui m'a fait confiance, à qui je dois beaucoup, parce que au final, voilà, c'était un musicien qui a sorti avec Mieux c'est quand même un des albums qui a le plus marqué la chanson française dans les années 90. Boire de Mieux c'est, c'est un album qui a vraiment marqué, comme les albums de Dominica, au final, qui ont vraiment ouvert la porte à tout un tas à toute une nouvelle scène en France. Et ce que je trouve assez impressionnant chez lui, c'est qu'il ne m'a jamais dit comment je devais faire. Il ne m'a jamais dit, voilà, tu dois faire ça, tu dois prendre des cours de chant, tu dois écrire comme ça. Il m'a toujours fait confiance, il m'a dit, suis ton chemin. Et ça, c'est très, très rare, en fait. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai très vite trouvé ma personnalité artistique, parce qu'il ne me l'a pas imposé, alors que souvent on a envie de dire tiens, fais ça plutôt. Et donc quand il sentait que je m'éloignais un peu ou que j'étais pas au bon endroit, il me disait pas tu dois faire ça, il me disait écoute un peu, tiens, essaye de trouver, est-ce que tu crois que tu es sur le bon chemin? Enfin, je trouve que c'est une qualité énorme, et peu de gens ont cette qualité, et je lui dois beaucoup à cet homme-là. Ce que vous dites alors, c'est beaucoup de doutes à certains moments dans cette carrière Ben forcément. Moi, par rapport à mon métier de chanteuse, surtout, je ne me sentais pas du tout légitime. J'avais l'impression que j'avais doublé la file, que j'étais un peu là. Donc, pendant longtemps, je ne me suis pas définie comme une chanteuse. Je n'avais pas l'impression que j'avais une voix de chanteuse. Enfin, voilà. Et même encore aujourd'hui, je pense que je suis avant tout une autrice. Et après... J'interprète mes textes, je suis comédienne, mais en même temps, je ne suis pas non plus une comédienne qui chante. Et ça, c'est grâce à Guillaume, parce qu'il m'a vraiment obligée à trouver qui était mon interprète comme chanteuse. Et donc, parce que quand on a un chanteur qui chante, c'est ses tripes à lui qui vient exposer. Et quand on est dans un répertoire d'acteurs, on se met dans un personnage. Mais donc, il fallait que je trouve l'endroit où... Au final, je garde ce qui est positif de l'actrice, mais que j'arrive quand même à me mettre à nu comme chanteuse. Et voilà, aujourd'hui, après 20 ans, je crois que j'y arrive. Et au commencement, est toujours le texte? Oui, le texte, mais enfin la musique. J'ai commencé à composer à partir de mon 3e album. Donc je compose aussi. Après, je ne suis pas une très grande musicienne, donc pour composer, ça va. Mais je m'encadre toujours d'équipes qui vont me mettre en valeur et qui vont me pousser plus loin.
Alors ça a été Guillaume Jouan sur 2 albums. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Delcourt, avec qui je travaille en tandem et qui sublime vraiment mes compos. Mais la musique est importante, est vraiment pour moi le deuxième acteur. Donc on a le texte qui va raconter l'histoire et la musique va l'emmener au niveau de la mélodie, au niveau de la tension aussi. C'est pour ça que on me demande toujours quel style. Je dis c'est de la chanson française rock, mais pas du rock. C'est pas spécialement que ça déménage, mais il y a une tension dans les chansons. Alors ça c'est un grand moment en fait parce que donc ce premier album Femme X dont on vient de fêter l'anniversaire, donc il est sorti en 2002 et en France, en Belgique, en Allemagne et puis aussi au Québec. Donc on a tourné pas mal et je garde le souvenir très très fort des Vieilles Charrues. Ah oui. Qui est quand même un des plus grands festivals rock. Enfin aujourd'hui il est encore plus grand, mais enfin déjà à l'époque il était assez énorme. Et donc les programmateurs des Vieilles Charrues nous avaient vus dans un bar au Transmusical de Rennes. Ils nous ont programmé comme coup de cœur du festival. Et voilà, c'est une photo et ça reste un moment surréaliste parce que j'avais pas encore fait beaucoup de concerts dans ma vie et se retrouver devant 15 000 personnes comme ça, c'était... Vous avez tout donné. Si j'ai bien compris, vous êtes même blessé lors du concert. Oui, j'étais un peu tellement déchaînée à la fin sur un morceau qui s'appelle Manquer. Je commençais à choter dans mon tambourin. Enfin, j'étais complètement un peu en transe et au final, je me suis coupé le doigt de pied et donc les pompiers m'ont accueilli à la sortie de ma sortie de scène. J'avais l'impression d'être presque Iggy Pop là. C'était vraiment drôle. Et oui, voilà, c'était bien rock. J'avais une équipe complètement rock'n'roll. Je dois dire, on a fait pas mal de festivals et je me rappelle avoir croisé Didier Van Pass à un moment avec qui on avait joué et qui m'avait dit, mais parce que lui sur scène c'était vraiment un punk complètement. Et il me dit, mais toi c'est peut-être moins punk sur scène, mais alors ton groupe ils sont fous quoi. Il m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. Et je croyais que c'était toujours comme ça dans la musique, mais en fait non. Après quand j'ai commencé à travailler avec des musiciens en Belgique, je me suis rendu compte que il y avait moyen aussi d'être plus raisonnable, on va dire. Donc j'ai été bien formée à l'école brestoise, on peut le dire. Et cette photo-ci? Alors ça, c'est une photo du concert des 20 ans. Donc on a enregistré en live en novembre dernier avec mon équipe. Là, on voit d'ailleurs Emmanuel Delcourt à la guitare. Derrière, il y a Mathieu Catala là, qui est caché. Et puis, juste à droite, on a Gabriel Sesboué à la basse. Et alors, on avait un quatuor à cordes. Donc, Manu a réarrangé tous mes morceaux avec un quatuor à cordes. Voilà, Mathilde Genlis, Claudia Rosens, Marion Borgel et Axel de Genlis. Et donc, voilà, c'était un moment assez unique parce que j'ai tout mon public qui est venu pour ces deux dates un peu exceptionnelles au Botanique et à la ferme du Biarrot. Et on a retraversé tout ça. C'était... En fait, c'était, je crois, un des plus beaux moments de ma vie. Je dois dire, c'était hyper émotionnant de voir parfois des gens qui m'avaient perdu en cours de route, parce qu'on perd parfois, et qui sont revenus. Ah oui, d'accord. Et donc, voilà, à Stavelot, on n'aura malheureusement pas toute l'équipe, parce que c'est une grande équipe, on est un peu nombreux, mais on va repartir sur le concert des 20 ans, et au lieu d'être 8 sur scène, on sera 5, donc avec l'équipe de base, plus Claudia Rosens au violon. Un album en novembre? Alors, l'album sort en novembre. Il est déjà en précommande pour les fans. Donc, si on m'envoie un email à management.karineclair@gmail.com, on peut le recevoir en amont. D'accord. Il sera, bien sûr, je l'aurai avec moi à Stavelot, mais il sort sur les plateformes au mois de novembre. Vous nous avez envoyé une vidéo qui reprend des extraits de concerts. Oui, donc du concert à la ferme du Biarrot. Voilà. Je vous propose qu'on regarde cette vidéo. Ok, avec plaisir. Puis on poursuit la conversation, donc on la découvre directement. Se débattre dans son lit, dans un sens, puis dans l'autre, parce qu'on a peur la nuit de ce qui ressurgit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Se faire une porte vitrée d'un violent coup de pied, parce qu'il faut que ça sorte. Si ça saigne, peu importe. Moi je ris, oui je ris, pour
Tu sais, les toutes premières étreintes sont celles qu'on garde dans nous profondément gravées. Alors, de la ferme du Biérot, on va aller beaucoup plus loin, on va voyager. Oui. Et on va commencer par la Grèce, parce que, enfant, vous alliez, si j'ai bien compris, avec vos parents, souvent en Grèce. Mais voilà, on revient donc dans les années 70. Mes parents étaient passionnés de voyage. Ma mère était agent de voyage, en fait. Et donc, elle voyageait beaucoup. Mais on a surtout, en fait, fait énormément de voyages en Grèce. Alors, on Oui. allait en Grèce, mais bon, ils n'avaient pas non plus, ils roulaient pas sur l'or, mes parents, et du coup, on faisait beaucoup en sac au dos. Ok. Et on partait en voiture de Belgique jusque là-bas, et puis on était avec nos sacs au dos et on se promenait, on allait de plage en plage et on logeait sur les plages. On n'a pas toujours été en voiture, on a été une fois en voiture. Mais ça m'a vachement marqué. Et comme je disais tout à l'heure, la vie est à construire. Ben ça, c'est aussi un élément qui m'a fort, Les voyages. qui a fort construit ma personnalité parce que je me rappelle à un moment, mes parents avaient demandé à un pêcheur d'aller nous déposer sur une plage inaccessible et on a passé là une semaine comme dans Robinson Crusoe. Je me rappelle, on avait construit un radeau, on avait lancé une bouteille à la mer. Et c'est vrai que ça m'a marqué. J'ai utilisé d'ailleurs des images de cette époque pour faire un clip sur un morceau sur mon 3e album qui s'appelle La vie buissonnière. Et on voit vraiment des images de cette époque où tout a l'air complètement insouciant et dont on a une forme parfois de nostalgie. Oui, oui, bien sûr. Et souvent des lieux qui sont, malheureusement, on va dire, devenir extrêmement touristiques et qui, à cette époque, étaient encore relativement préservés, pour certains d'entre eux en tout cas, j'imagine. Ah oui, et moi, j'avoue, quand j'ai eu 18 ans, je voulais absolument retourner en Grèce et faire la même chose. Et on l'a fait. Mais c'était pas facile, on s'est quand même fait embêter par la police plusieurs fois sur les plages et donc au final on allait dans des campings. Mais c'est vrai que cette insouciance-là, voilà, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, voyage encore plus loin. Ici, on est où? Alors ici, on est en Malaisie. C'est parce que j'avais dû aller refaire mon visa parce qu'en fait j'ai habité pendant 1 an en Thaïlande. D'accord. Donc entre la fin de mes études d'histoire de l'art et mes années au conservatoire, je suis partie vivre en Thaïlande. Pourquoi ça? Mais parce que mon amoureux, en fait, faisait un service militaire, il était français, en entreprise. Et donc, il m'a dit, voilà, il faut que je parte en Thaïlande, est-ce que tu fais le conservatoire ou est-ce que tu viens avec moi? Alors, je ne sais pas, mais moi, je me disais que le laisser partir en Thaïlande pendant 1 an, ce n'était pas une super idée. Enfin, je risquais de ne pas le retrouver. Et puis voilà, c'est vrai que j'avais vécu pendant 20 ans dans une ville hyper préservée. Donc je me suis dit finalement partir 1 an à Bangkok dans une ville où il n'y a que des voitures partout et travailler avant de faire le conservatoire, ça va peut-être me donner un peu plus de maturité. Et donc voilà, j'ai habité pendant 1 an à Bangkok, c'était la folie. C'était la folie d'être connecté à des émotions aussi intenses parce que là-bas tout est un peu extrême. Ça pue et puis ça sent super bon et puis mais j'ai appris énormément. Ça m'a permis de m'ouvrir puis à d'autres cultures, puis à beaucoup voyager, puis à prendre mon indépendance. J'ai fait des trucs complètement fous avec du recul. Par exemple? Je sais pas. J'ai pris des motos à 4. J'ai failli me faire écraser entre 2 bus. À un moment, quand j'ai dû aller renouveler mon visa, je suis partie toute seule en Malaisie, justement à Penang. Je suis arrivée, j'avais pas d'hôtel. J'étais là dans un aéroport, je connaissais personne. Finalement, j'ai un gars qui m'a proposé je savais pas où loger en fait. Et c'était un Chinois qui était à côté de moi dans l'avion et il m'a dit écoute, si tu veux, tu peux venir avec moi en bateau sur le continent. Mes parents m'attendent. Il n'y avait pas de GSM à l'époque. Et tu peux dormir chez nous, et puis après je te ramène, et le lendemain tu vas faire ton visa. Et j'avais pas peur, je sais pas, je suis partie avec ce gars, mais j'aurais pu disparaître complètement, oui, on n'était pas joignables. Et là j'ai vécu une aventure complètement folle, parce que c'était le nouvel an chinois.
Il m'a emmené dans sa famille, en fait. C'était pas du tout, enfin, il n'était pas du tout méchant. Et j'ai fait toute la famille, chose qu'un occidental ne fait jamais. Je suis rentrée dans toutes ces familles pour le Nouvel An chinois. J'ai mangé de la cervelle de singe. Et c'était complètement fou. Complètement fou. Donc voilà, c'était une belle expérience. Et je suis nourrie de tout ça aujourd'hui, je crois. Dernier thème de l'émission, vous l'avez appelé « Ce que j'aime ». Ouais. Avec 3 photos. Voici la première. Oui, la musique. C'est clair que la musique fait partie de ma vie, en fait, depuis toujours. Je ne m'en rendais pas compte, en fait, à quel point ça m'avait toujours accompagnée. Je crois que j'ai dû, en fait, écrire ma première chanson quand j'avais 11 ans. Je l'ai retrouvée l'autre jour sur une vieille cassette. Et pourtant, je ne savais pas que j'allais devenir chanteuse. Mais la musique et l'écriture, je trouve que ça accompagne nos vies, ça marque tous les moments de nos vies. Donc voilà, là, j'avais fait un petit florilège de Jeanne Moreau, qui est aussi une actrice qui chante, oui. qui a une voix particulière. À des groupes belges, évidemment, comme Deus, donc j'adore, donc je suis hyper fan. Ou Mercelis, qui est un groupe plus récent aussi, un groupe bruxellois qui mérite d'être découvert. Évidemment, Arnaud, que j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs fois et avec qui j'ai joué à Montréal, puis qui est parti trop tôt. Prince, alors ça c'est vraiment celui dont je suis le sommet. Hyper fan. Je me suis toujours pas remise de sa mort. Dominica et Miossec qui m'ont vraiment beaucoup influencée. Marie Warnan, qui est mon amie, mais avant d'être mon amie, j'étais très fan d'elle. Elle vient de sortir un nouvel album et ça vaut vraiment la peine d'aller découvrir son univers. Évidemment, Leonard Cohen, voilà, PJ Harvey, Nina Simone. Oui. Et puis un dernier qui est Chris Dane, qui est aussi un chanteur bruxellois qui est magnifique. Alors ça, c'est plus pour parler d'une période... je crois qu'en fait, quand on fait de la musique, parfois on a un cadre et parfois on a envie de sortir du cadre. Et voilà, quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu besoin de sortir du cadre et de faire un projet où j'étais complètement quelqu'un d'autre. Et donc j'ai fait un projet qui s'appelait Kate and Joe Bibi, qui était un projet où je suis devenue brune, une sorte de road movie musical, complètement barge, punk, que j'ai fait avec Guillaume Jouan d'ailleurs, que j'ai retrouvé. Et puis on a fait après un girls band avec d'autres musiciennes. Et pourquoi j'ai mis ça, non pas tant pour parler de ce projet, mais parce que pour moi la fête est importante. Okay. Le plaisir de la fête, le plaisir aussi de rire de soi-même. Et je trouve que parfois, chez les artistes, ça manque un peu de recul sur soi-même et de pouvoir avoir un peu de dérision et de ne pas se prendre trop au sérieux. Ah, oui, voilà. Et voilà, je trouve qu'on fait des métiers de... C'est un peu du vent quand même, et c'est important de garder ce sens de la fête et ce sens du plaisir. Et les rencontres? Et les rencontres, alors ici, il y a tout un tas d'acteurs, mais j'aurais pu aussi mettre des photos de mes amis, mais c'est plus facile évidemment de mettre des photos d'acteurs parce que les amis, il faut leur demander, ils n'aiment pas trop être exposés. Oui, puis si on oublie quelqu'un, voilà, et donc c'est vrai que pour moi, je crois que avant même mon métier, c'est ma première nourriture, c'est l'amitié, c'est les liens qu'on tisse entre les gens, et d'ailleurs, je crois que j'ai parfois renoncé à certaines choses au niveau de mon parcours artistique. J'aurais peut-être même pu aller encore aller ailleurs, mais pour moi, les relations humaines sont plus importantes. Et c'est ça, en fait, qui me nourrit. C'est important de savoir, comme artiste, finalement, à un moment, qu'est-ce qui est le plus important dans son parcours et dans la nourriture. Et moi, je crois que je suis faite de toutes ces rencontres. Les relations humaines sont le plus important. Et puis moi, à la fin de cette émission, je veux vous envoyer sur une île déserte. Ce n'est pas vraiment mon projet, mais c'est simplement pour savoir ce que vous y liriez. Quel livre prendriez-vous avec vous sur une île déserte? Alors, je n'ai pas choisi un livre parce que j'aime beaucoup lire. Et j'aime beaucoup d'auteurs, d'autrices. Et c'était trop dur, en fait. Alors, oui. À un moment, je m'étais dit, je vais prendre un recueil de poésie où il y a plein de choses. Et puis, en fait, j'étais frustrée parce qu'en fait, dans les recueils,
mixte où il y a autant d'hommes que de femmes. En fait, il n'y a pas autant d'hommes que de femmes, il y a trop d'hommes. Et j'avais pas envie de prendre un recueil où il y avait que des femmes. Enfin, bref, donc je me suis dit que j'allais pas prendre un recueil de poésie, que j'allais pas prendre un livre. Et j'ai pris un cahier. D'accord. Et un stylo. Et pour écrire des chansons, pour écrire des textes, surtout ces livres que j'ai lus, ces poèmes que j'ai lus, pour écrire demain, pour écrire autre chose, pour écrire ce que je vais manger si je suis sur une île déserte, comment je vais m'organiser. L'écriture, ça fait partie de ma vie, du plaisir de transmettre des histoires. Et après, en espérant qu'un jour on vienne me rechercher sur mon île et que je puisse bien sûr, transmettre tout ça. c'est un court séjour, je vous Voilà. promets. Et on revient à ce que vous disiez, vous êtes d'abord autrice, Ouais. donc on revient à l'écriture. C'est une belle fin pour cette émission, mais il y aura une continuation évidemment, c'est le 15 juillet sur la scène des VTS, le 15 juillet à 21h30 pour découvrir justement ce concert des 20 ans de chansons. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé votre univers. Avec grand plaisir. Et puis je précise que ceux qui veulent avoir plus d'informations sur mon univers, j'ai bien sûr un site internet, karinclair.com, et puis on peut me retrouver sur Facebook aussi et sur Instagram. C'est bien noté. Merci à vous. Merci, un grand plaisir. Aussi pour moi. Et on referme cet album. On se retrouve dans quelques jours, bien sûr. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.